Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en fait la deuxième partie sur le molluscum contagiosum. La première partie elle est déjà disponible sur la chaîne, je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Alors dans cette partie, dans cette vidéo, on va s'intéresser surtout aux remaniements qui sont secondaires qu'on peut observer sur cette entité et qui peuvent parfois poser un problème de diagnostic, alors notamment le diagnostic différentiel avec une pathologie lymphomateuse maligne. Alors c'est ce qu'on va découvrir sur des lames virtuelles, donc je vous propose de voir deux cas avec moi. Alors le premier est celui-là, alors c'est un prélèvement qu'on a réalisé au niveau d'une surélévation, donc au niveau cutané, donc c'était une lésion papuleuse avec cette dépression centrale qui était typique. Donc on prélevait parce que ça contenait un peu de l'inflammation et la lésion, elle était en totalité érythémateuse. Donc ce qui n'est pas ordinaire sur une lésion de molluscum contagiosum. Donc on fait la biopsie et on inclut, on coupe déjà, comme vous le voyez, donc on a 3 coupes à la macro, puis on inclut, on colore avec la coloration HE. Et on voit que les différents prélèvements, ça comporte les 3 couches de la peau, à savoir l'épiderme qu'on voit ici, donc qui paraît en basophile, voilà, qui paraît violet. On a également le derme qui paraît rose, et puis on a les lobules adipeux de l'hypoderme. Voilà, donc je vais agrandir sur cette région-là. Alors pour voir, déjà au faible grossissement, on a la lésion avec ses caractéristiques typiques, donc la forme de cratère qu'on voit ici, donc cet orifice-là, et puis ce cratère qui est rempli de débris de kératine, non pas seulement de kératine, mais également les fameux corps diagnostiques pour le molluscum contagiosum, qui sont les corps de Anderson-Patterson. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, et comme on a dit, donc il y avait deux couleurs, deux corps de Anderson-Patterson. Donc on avait une couleur qui était éosinophile au niveau de la partie vivace de l'épiderme, ça veut dire que ce soit au niveau de la couche épineuse ou au niveau de la couche granuleuse, qu'on voit ici, puisque je vois des grains de kératoïaline, donc voilà, qui mettent en fait en contraste le noyau, qui est coloré de façon plus claire que les grains. Et puis on a cette deuxième partie où on aura une modification de la coloration des corps qui vont devenir plutôt basophiles. C'est ce qu'on voit ici, donc et comparons l'aspect des grains à ce niveau par rapport à leur couleur, donc basophile au niveau de la couche cornée et éosinophile au niveau de la partie vivace. Alors on va observer maintenant ou essayer d'expliquer l'inflammation qui est survenue au niveau clinique sur cette lésion. Alors l'explication ou bien la réponse, elle est là, au niveau du derme, au contact de la lésion de molluscum contagiosum. Alors ça, c'est la lésion du molluscum. Et le derme en contact, c'est à ce niveau. On voit déjà qu'il contient plusieurs éléments cellulaires. Alors je peux savoir ça déjà au faible grossissement, parce qu'on a une teinte qui est plutôt violacée. Ça témoigne d'une abondance d'éléments nucléiques. Alors ces noyaux vont être tout simplement des noyaux de cellules inflammatoires. Alors je descends à un plus fort grossissement et je découvre la présence de cellules de grande taille qu'on voit ici. Là aussi, c'est des cellules géantes. Voilà. Donc c'est des cellules géantes, donc on voit un cytoplasme qui est abondant avec des noyaux qui vont former une sorte de couronne en périphérie du cytoplasme de la cellule géante. Là aussi la même chose, donc cytoplasme qui est au centre et les noyaux qui sont en périphérie. Voilà, c'est ce qu'on appelle des cellules géantes de type Langhans. Donc c'est le même type qu'on rencontre d'ailleurs sur la réaction granulomateuse qui accompagne la tuberculose. Voilà, donc en plus de ça, on a d'autres cellules, donc on a des cellules qui sont mononucléées, comme celle-là par exemple, donc un cytoplasme qui est relativement abondant, avec un noyau qui est un peu allongé, avec cette forme parfois qui rappelle celle de la semelle de chaussure qu'on trouve au niveau des cellules histiocytaires épithélioïdes. Voilà, comme cet exemple. Donc on voit ici la même chose et la même chose ici. Donc on a un infiltrat qui fait histiocyte et cellules géantes. Et souvent c'est mêlé à d'autres éléments, notamment des granulocytes, voilà, comme ce qu'on est en train de voir ici, avec des cellules dotées d'un cytoplasme qui est un peu amphophile, et puis un noyau à caractère polylobé, ça veut dire divisé en plusieurs lobes, c'est des polynucléaires neutrophiles. Voilà, donc c'est la même chose, donc ces cellules géantes et ces histiocytes, ils peuvent être observés en fait de façon dispersée, comme ce qu'on a vu au tout début, ou également former un granulum qui est bien formé, donc qui est relativement bien limité, et qui est fait des mêmes cellules, ça veut dire des cellules épithélioïdes, des cellules histiocytaires, et puis des cellules qui sont géantes avec plusieurs noyaux au niveau du cytoplasme. Voilà. Donc la même chose pourrait être observée sur les différents fragments. Et bien sûr, comme j'ai dit, les cellules géantes peuvent être observées déjà au faible grossissement. Elles sont assez abondantes au niveau de ce fragment. Donc comme j'ai dit, c'est assez facile de les identifier. Et bien sûr, ne pas
confondre ces cellules géantes avec d'autres structures du derme. Par exemple, ça, c'est une cellule géante. Alors, les deux structures ici, ça prête confusion un peu avec une cellule géante, mais c'est pas le cas. Alors, si je descends, je découvre que c'est un canal avec une lumière au centre et puis un épithélium qui est bistratifié avec deux couches. Une couche de cellules qui sont plutôt cylindriques, donc qui est la couche la plus proche par rapport à la lumière, et puis une couche distale par rapport à la lumière qui est faite de cellules qui sont cubiques. C'est en fait un canal sudorifère, le canal qui est là pour assurer l'acheminement de la sueur vers la surface cutanée. Et donc ça, ce qu'on vient d'observer, c'est une première manifestation qui peut être associée au molluscum contagiosum, c'est la réaction granulomateuse. Alors ça, c'est le premier cas. Je passe maintenant au deuxième cas. C'est un cas qui est beaucoup plus intéressant, et c'est un prélèvement qui a été réalisé au niveau d'une papule, une surélévation, ne présentant pas du tout l'aspect typique du molluscum contagiosum. En plus de ça, la lésion, elle était dure, elle était de consistance dure, et en même temps, elle était érythémateuse. Alors on a biopsié, voilà, donc on a fait 3 coupes macroscopiquement, donc quand on a reçu le fragment biopsique, puis après on a inclus dans un bloc qui est coloré avec la coloration HE. Alors on a les 3 coupes qu'on a réalisées qui sont devant nous, et on voit déjà qu'il y a une certaine différence entre l'aspect des différents coupes. Voilà. Donc ici, je vais commencer par celui qui est en bas. Donc je vois les différentes couches. Donc on a notre épiderme, et puis on a le derme, et puis on ne voit pas l'hypoderme, parce que je ne vois pas de lobule adipeux. Alors, c'est anormal. Déjà, au faible grossissement, je vois qu'il y a une certaine acontose, ça veut dire un épaississement de l'épiderme. Je vois également qu'il y a un œdème qui est manifeste au niveau du derme, surtout au niveau de sa portion superficielle. Alors cet œdème, en fait, il va se manifester par un aspect qui est clair, globalement, du derme, si on compare surtout cette partie qui est superficielle par rapport à la partie profonde. Puis, à cause de cet œdème, on a une visibilité qui est exagérée, anormale des vaisseaux, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici. Donc tout ça, c'est des vaisseaux en fait qui ne doivent pas paraître comme ça à l'état normal. Puis on a cet œdème qui fait aussi une dissection, si on veut dire, entre les différentes fibres de collagène. Voilà. Cet œdème, on voit très bien qu'il n'est pas limité uniquement au niveau du derme, mais également il passe au niveau de l'épiderme. Et ceci se manifeste par ce qu'on appelle une spongiose. Alors c'est quoi la spongiose? C'est un œdème en fait qui va s'installer entre les cellules kératinocytaires. Ceci va causer une augmentation de l'espace intercellulaire et une exagération des pans intercellulaires. C'est en fait les prolongements qu'on trouve entre les kératinocytes et par lesquels on aura la mise en place de desmosomes pour assurer cette jonction entre les différents kératinocytes. Donc tout ça, c'est les prolongements qu'on voit, donc un peu comme des épines, ce qu'on voit ici, là aussi, donc c'est très bien visible. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la spongiose, c'est tout simplement un œdème intra-épidermique. Voilà, avec des éléments inflammatoires qui sont un peu éparses, qui sont un peu séparés par l'œdème. Voilà, je passe maintenant au fragment qui suit. On voit très bien que la densité de l'infiltré inflammatoire, elle est augmentée par rapport au premier fragment. Donc la cause de cette inflammation, c'est quoi? La réponse, elle est tout simplement présente au niveau du premier fragment, donc qui est situé plus en haut. Et à ce niveau, on voit cette invagination de l'épiderme. Et si j'augmente le grossissement, je vais tomber sur les fameux corps d'Anderson-Peterson. Donc avec les deux couleurs qui sont différentes. Voilà, donc un aspect qui est plutôt éosinophile au niveau des parties vivaces et un aspect plutôt basophile au niveau de la couche cornée. En plus de ça, on voit que la couche cornée et aussi la partie vivace, elle est massivement infiltrée par des éléments granulocytaires, essentiellement des polynucléaires neutrophiles. Alors toutes les cellules qu'on voit ici, avec un aspect qui est multilobé des noyaux, celle-là par exemple, celle-là, et tous les autres, c'est en fait des polynucléaires neutrophiles. Alors dont certains sont en fait altérés, montrant de petits fragments de noyaux qui ont été détruits. Alors c'est une inflammation qui est faite de PNN, mais également un début d'absédation. Alors je passe maintenant à l'infiltré qui est situé au niveau du derme. Et là, je distingue deux régions qui sont différentes. Alors on a un infiltré qui est dense, qui se met directement en contact de la partie profonde du molluscum contagiosum, ce qu'on voit ici. Et puis on a un infiltré qui montre une teinte qui est un peu claire, un peu plus claire. Voilà. Donc je commencerai par la partie profonde, où on a cet infiltré qui est plus clair. Et là, je vois que j'ai les mêmes cellules qu'on a observées au niveau de la partie du cratère du molluscum. C'est des PNN, donc c'est des polynucléaires neutrophiles, donc, dont certains sont vivaces, avec un aspect bien conservé du cytoplasme, et puis un noyau qui est divisé en plusieurs lobes. Mais je vois beaucoup de
fragment nucléaire, ce qui est le témoin d'altération de CPNN, et donc ce qui est en faveur de la nature absédée de cet infiltrat. Alors en plus de ça, je vois directement la cause de cet infiltrat, qui est ces structures là, ce qu'on observe là, donc avec différentes couleurs. Donc parfois ça prend l'éosinophiles, parfois ça paraît violet, et parfois ça paraît bleuté, comme à ce niveau, comme ici et comme ici. Tout ça, c'est en fait des lamelles de kératine. Et même si on ne voit pas la continuité entre le cratère et le derme, la présence en fait de lamelles de kératine, c'est un signe incontournable qu'il y a eu une rupture en fait de l'épithélium à ce niveau, et donc un passage de la kératine depuis cette partie, ça veut dire depuis le cratère, vers le derme. Alors passons maintenant à l'élément le plus intéressant, c'est cet infiltrat dense qui est situé juste à côté ou bien au contact de la partie profonde du molluscum contagiosum. Alors quand on va examiner cet infiltrat, je vais trouver qu'il est fait de cellules qui sont discohésives, mononucléées déjà, donc c'est différent de ce qu'on a observé sur la partie qui était en absédation, et puis on a cette allure lymphoïde des cellules. Voilà. Alors pas ça seulement, mais on commence à examiner et on observe la présence de mitoses. Voilà, par exemple à ce niveau, donc elles sont assez nombreuses. Et puis on observe également des cellules qui sont atypiques, alors comme par exemple celle-là, donc une cellule de grande taille, avec, on a l'impression d'avoir deux noyaux, un qui est là et l'autre qui est là, donc avec un nucléo qui est présent. Et puis les deux noyaux, ça présente des contours qui sont irréguliers, avec une hyperchromasie. Alors juste à côté un autre avec deux nucléoles qui sont présents. Alors si je me balade un peu, je vais trouver d'autres cellules de grande taille, par exemple celle-là. Voilà une autre mitose, voilà ce qu'on est en train d'observer ici. Un autre noyau qui est franchement atypique, donc il est là, avec des contours qui sont irréguliers et un hyperchromatisme, donc au niveau de ce noyau, un autre noyau qui est augmenté de taille. Alors là, quand on observe ça, donc un aspect d'un infiltré qui est assez homogène, donc on a l'impression qu'il est fait d'une seule population de cellules, d'allure lymphoïde avec présence de cellules qui sont atypiques, là on a une suspicion de malignité, notamment une pathologie lymphomateuse. Tout en rappelant qu'on a juste à côté la lésion qui est là, qui est le molluscum contagiosum. Alors ça, c'est une indication de réaliser une étude immuno. Alors, dans l'espoir de prouver que cet infiltrat est fait uniquement de cellules T, uniquement de cellules B, ou ça présente un mélange en fait entre les deux. Alors si on a un mélange entre les deux, c'est plus en faveur d'un processus qui est réactionnel. Alors si on a uniquement l'un des deux, c'est en faveur d'un processus qui est lymphomateux, donc tumoral. Voilà, je passe maintenant à cet immuno. Donc on a commencé par un premier anticorps qui est le CD20. Alors CD20, c'est un marqueur de lymphocyte P. Je reviens vers notre partie, là où on avait observé l'infiltrat dense. Donc je vous rappelle que là, c'est le molluscum contagiosum, la vagination de l'épiderme. Et puis là, c'est ici qu'on avait observé cet infiltrat lymphoïde dense. Et là, je suis surpris que la majorité des cellules qui font cet infiltrat n'expriment pas le CD20. Alors je passe maintenant au deuxième marqueur, qui est un marqueur de différenciation lymphoïde. Je reviens vers notre fragment, avec à ce niveau l'invagination de l'épiderme, et puis là, on avait l'infiltrat qu'on a observé, et je vois que la majorité, voire la totalité des cellules qu'on avait observées, ça exprime le CD3, qui est un marqueur de différenciation lymphoïde T. Et donc, on a ici la suspicion de malignité qui augmente. On a également réalisé une autre étude immuno par l'anticorps anti-CD30 pour voir surtout les cellules qui étaient de grande taille, pour voir si elles exprimaient ce CD30, et effectivement on avait une expression, comme on le voit, donc c'est des cellules de grande taille, et qui montrent une expression qui est membranaire de ce CD30. Alors là, un des diagnostics probables devant ce profil, que ce soit sur le plan morphologique ou immunohistochimique, ça va être le lymphome anaplasique T, CD30+. Mais il faut savoir, il faut se rappeler que de telles proliférations et une telle expression de CD30 pourra également être observée dans des phénomènes réactionnels. Et ça, c'est observé au niveau cutané, notamment contre des virus, dans le poxvirus qui est responsable du molluscum contagiosum, et aussi dans des réactions médicamenteuses. Et dans ce cas, on avait testé la clonalité des lymphocytes T qui sont anormaux, et c'est revenu en faveur d'un caractère qui est polyclonal, donc qui n'est pas tumoral. Donc il faudra faire attention devant ces aspects et se rappeler que une réaction contre une rupture de molluscum contagiosum, elle pourra simuler une malignité sur différents plans en fait, parce que déjà sur le plan morphologique, on avait un infiltrat lymphoïde qui était dense avec présence de cellules atypiques. Sur le plan immuno, on avait une expression unique
du CD3, un marqueur de différenciation T, et également une expression du CD30. Mais il y a des cas d'écrit de ce phénomène, et ça simule tellement une pathologie lymphomateuse qu'on donne à ce phénomène, ou bien à cet infiltrat, le nom de pseudo-lymphome TCD30 positif. Donc je vous mettrai dans la description un lien pour un article. C'est un case report, donc à propos d'un cas qui présente des observations similaires à ce qu'on vient de voir. Donc j'aimerais passer maintenant rapidement à la présentation. Et donc pour le molluscum contagiosum qui est rompu, je vous mettrai dans la description toute la liste des lymphes qu'on a vues. Sur le plan macroscopique, ça peut montrer une modification de l'aspect par rapport à l'aspect classique qu'on a vu au cours de la première vidéo. Donc on aura plutôt une lésion qui est ferme érythémateuse et qui peut être expliquée en fait cette modification de l'aspect clinique par une hypersensibilité envers le virus ou bien par une rupture et donc un contact entre le contenu du cratère et le derme. Microscopiquement, on aura cette rupture avec libération des corps de Anderson-Patterson et débris de kératine dans le derme. Alors quoique, quand on a un infiltrant inflammatoire qui est dense, on aura des difficultés à repérer ces corps de Anderson-Patterson. Alors ce qui était le cas bien sûr dans les deux lames virtuelles où on n'a pas pu objectiver le corps de Anderson-Patterson situé au niveau du derme. Voilà, mais par contre pour les débris de kératine, si vous vous rappelez, pour le deuxième cas, on a pu les identifier et ils étaient juste à côté de l'infiltrat riche en polynucléaires neutrophiles. Les conséquences, elles sont en nombre de 3, et on les a vues toutes. La réaction granulomateuse dans le premier cas, et puis dans le deuxième cas, on a vu les deux types qui sont associés. Alors l'infiltrat inflammatoire granulocytaire avec une richesse de polynucléaires neutrophiles, et l'infiltrat lymphoïde dense qui est fait essentiellement de lymphocytes T qui expriment le CD8. Donc qui sont dotés de ce profil cytotoxique avec une expression de CD30 et du KI67. Alors on n'a pas utilisé d'anticorps anti-KI67, mais l'activité mitotique, elle était évidente déjà en morphologie. Et ça, quand on a cette troisième réaction, c'est le témoin d'une réaction immune à médiation cellulaire cytotoxique. Et puis, comme on a dit, donc pour les cas où on a un infiltrat dense, c'est vraiment difficile de repérer les corps de Anderson-Patterson. Diagnostic différentiel surtout lorsqu'on a cet infiltrat inflammatoire lymphoïde dense, d'où l'intérêt de faire de multiples recoupes, déjà pour identifier le molluscum contagiosum comme responsable de cet infiltrat, et aussi pour la recherche de corps de Anderson-Patterson pour les responsabiliser et les incriminer dans le déclenchement de cette réaction. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile, et on se dit à très bientôt.